Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la rentrée scolaire, elle se prépare. C'est lundi prochain, la reprise des classes. Une rentrée sur des performances de l'année dernière. Une rentrée scolaire 2022-2023 réussie sur les orientations du président de la République. On en parle tout à l'heure en début de journal. Élections, tensions, contestations, violence, les échéances électorales dans la CEDEAO restent un défi de la paix dans l'espace universitaire. Experts, société civile planchent à nouveau sur le sujet. Conférence débat ce jeudi au village du Bénin, à l'université de Lomé. Nous irons dans le vif du sujet. Enfin, diplomatie royale, Charles III est à Paris depuis hier. Le roi d'Angleterre était ce matin à la tribune du Sénat français. Une visite à pas de charge. Hier soir, déjà, le monarque et la reine consort ont été conviés à un dîner d'amitié. Vous allez le voir. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Encore ce week-end, le tout dernier et l'école togolaise réouvre ses portes pour les élèves. Une nouvelle année scolaire déjà entamée sur les performances de l'année dernière. Retour ce soir justement sur ces performances de l'année dernière, l'année scolaire 2022-2023. Une année réussie sur les orientations du chef de l'État, Ulrich Amiga. Un pourcentage de réussite estimé à plus de 80% pour le compte de l'année scolaire 2022-2023, résultante des différentes mesures et initiatives prises par le président de la République, Faure Gnassingbé, pour faire de l'éducation togolaise celle qui répond aux défis de l'heure. Une vision qui porte ses fruits et qui donne de meilleures perspectives au vu du tableau reluisant affiché aux différents examens. Le CEPD, devenu CEP, certificat de fin d'études du primaire, s'en sort avec un taux de réussite de 98%. 81% pour le brevet d'études du premier cycle BEPC, 78,5% pour le bac 1 et 79,43% au bac 2. Les meilleures conditions d'apprentissage offertes aux apprenants et l'amélioration de la fonction enseignante en sont pour quelque chose. De plus en plus de bâtiments scolaires construits, des tables bancs offertes, des matériels didactiques et informatiques mis à disposition, la suppression des frais d'inscription aux différents examens, la gratuité de la scolarité, ainsi que le recrutement ciblé d'enseignants. À cela s'ajoute le réajustement du programme d'enseignement et des coefficients de certaines disciplines enseignées au second cycle du secondaire, la réforme du curricula du système éducatif. Tout ceci assorti de l'actualisation du programme avec l'introduction de l'APC, l'approche par les compétences, un conducteur pédagogique et méthodologique. Autant de moyens injectés par le chef de l'État depuis 2020 qui donnent de nos jours un goût de satisfaction au secteur de l'éducation. Des réformes qui se sont vues renforcées depuis l'adhésion du Togo au Commonwealth avec l'enseignement de l'anglais au premier cycle du secondaire qui a aussi connu une augmentation du volume horaire. Le but étant de mieux préparer les apprenants à se frotter aux réalités linguistiques internationales. Il n'y a pas de sacrifice de trop lorsqu'il s'agit de l'éducation des enfants, disait le chef de l'État il y a quelques mois. Un engagement démontré, un appel à plus de réformes et d'innovations accompagnées d'actions pour des résultats probants. Tout commencera dès la rentrée scolaire 2023-2024. Performance, c'est aussi le reflet de la courbe des investissements au Togo depuis fin 2017. Elle grimpe cette courbe de 20% au produit intérieur brut, résultat des réformes engagées par le chef de l'État. Écoutez-la. En Afrique de l'Ouest, le Togo est l'un des pays où les investissements sont en progression soutenue ces dernières années. Selon les dernières données économiques, le pays a enregistré une croissance moyenne de 4,5% des investissements au cours de ces 5 dernières années. En 2022, cette croissance a atteint plus de 20% du produit intérieur brut. Cette hausse significative découle des réformes structurelles engagées par le chef de l'État Faure Gnassingbé pour faire du Togo une destination privilégiée des investisseurs. Plusieurs initiatives du président de la République ont permis de moderniser les infrastructures du pays et d'améliorer le climat des affaires. À ce jour, les travaux et discussions sont toujours de mise pour capter davantage les investissements du secteur privé. Dans ce contexte, le gouvernement veut faire de plus en plus de place pour les partenariats publics-privés. Sur le terrain réglementaire, de nombreuses adaptations ont été apportées en matière de passation des marchés
avec la création d'une cellule partenariat public-privé au niveau de la présidence de la République. Les défis restent néanmoins nombreux et les approches de solutions font l'objet de concertations entre le gouvernement via le ministère en charge de la promotion de l'investissement et les acteurs du secteur privé national. Au premier trimestre de cette année, le Togo a validé en tout 4 projets d'investissement étrangers pour un montant total de 19 milliards de francs CFA. Une performance que le pays compte maintenir avec les nouvelles orientations du président de la République pour faire du Togo un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. L'actualité, c'est aussi au LAM, à Lomé. Le groupe tient une rencontre régionale depuis ce matin. De quoi parle-t-on? Eh bien, des risques de travail et du bien-être des employés au sein des sociétés industrielles du coton. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Autre sujet évoqué maintenant, l'Université de l'entrepreneuriat, ouverture à Lomé des travaux depuis hier. L'accent est mis sur l'agriculture. Comment promouvoir le secteur? Toutes les options sont sur la table des discussions. Immaculée Baoué-Abalo, Clarisse Aticlé. Il constitue le moteur exclusif de l'essor économique, le secteur agricole, dont la promotion doit être intensifiée. Les acteurs clés de cette première édition de l'Université de l'entrepreneuriat agricole incluent les producteurs, les éleveurs, les transformateurs, les marchands de produits locaux et les investisseurs. Le Centre interafricain pour la promotion économique et les affaires, CIPEA, propose une gamme variée de stratégies visant à maîtriser ce concept. L'université, ce n'est pas une école où on sort pour avoir le bac, c'est un concept qui regroupe et les intellectuels et même les paysans qui sont des entrepreneurs qui sont au fin fond. À l'université, nous avons l'État qui vient nous expliquer comment est-ce qu'il compte promouvoir l'agriculture ou qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est déjà fait, qu'est-ce qui est en train de se faire et qu'est-ce qui reste à faire. Avec une contribution de 40% au PIB national et une population de 8 millions d'habitants au Togo, le CIPEA, au moyen de ses panels, persuade et informe sur les opportunités. L'implication de plusieurs acteurs. Nous avons le dîner du paysan dans ce concept. Nous devons apprendre à consommer ce qui est local. On parle de la consommation locale. Il y aura beaucoup d'autres thématiques. Les panels, les débats, les financiers qui viendront. Nous avons invité des banques. Les jeunes ont des projets, mais les banques sont toujours réticentes s'il s'agit de financer. Il faut qu'on voit véritablement quel est le schéma pour faire avancer notre secteur agricole. C'est une bonne initiative parce que déjà nous avons le CIPEA derrière qui est l'organisateur que nous tenons à remercier fermement et aussi la DEFA qui vient de nous développer pas mal de choses. Donc désormais nous avons aussi compris beaucoup de choses que l'État aussi pense à nous. Pendant une période de 3 jours, le site de l'Université de l'entrepreneuriat agricole qui accueillera 1000 participants servira de cadre pour cet événement. Le CIPEA, une entreprise multiservice présente au Togo depuis septembre 2017, a pour l'une de ses missions le soutien au développement des entrepreneurs agricoles au Togo et en Afrique. L'agriculture, un secteur bien en vue sur la première édition du Savary. Savary, entendez, Salon de la valorisation des résultats des recherches et innovations. Fin des travaux hier, il a été surtout question de faciliter les financements des recherches et innovations. Ulrich Chamigan. Une enveloppe financière de 5 millions de francs CFA pour Deogracias Tonuhewa, innovateur au Bénin. La quarantaine est porteur du projet de carnet de santé numérique qui permet aux professionnels de santé d'accéder rapidement à des informations médicales d'un patient en cas d'urgence. À lui s'ajoutent 2 autres meilleures innovations. Les porteurs du projet de poissons fermentés avec des bactéries protectrices du Sénégal et la production de casques intelligents du Togolais Wilfried Koché. 3 meilleures innovations des 12 retenues au Bénin, au Togo, au Burkina Faso et au Sénégal, célébrées par la première édition du Salon de valorisation des résultats de recherche et innovation Savary AO 2023. Ce projet est coordonné par l'Institut sénégalais de recherche agricole. C'est des travaux d'une vingtaine d'années. Quand on fermente les poissons, il y a du sel qui est mis dedans. Avec ces bactéries, il n'y a pas de sel. Donc il n'y a pas de problème d'hypertension et de maladie et tout ça. Ce prix permettra de mettre du beurre dans les épinards
On est confronté, comme tous les innovateurs, à des problèmes de fonds, de disponibilité de fonds pour l'exécution de nos travaux de recherche et la maturation de nos travaux de recherche. Ça va être un pas de plus dans la maturation de notre innovation. Des innovations qui mettent en lumière le génie créateur africain. Technique, respect de l'environnement, structuration, avantages et intérêts de chaque projet dans le développement durable des pays. De quoi apporter un changement dans le quotidien des populations. Déjà la présentation, est-ce qu'on comprend ce qu'elle dit? L'idée ou l'innovation, l'élément donc innovateur, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Est-ce que c'est quelque chose qui a un véritable impact sur la communauté? À quel niveau d'évolution se trouve l'innovation? Il y a eu un exposant qui n'était pas parmi les 12 et qui travaille sur l'énergie, les bornes de recharge des motos par énergie solaire. Lui, n'étant pas dans les 12, la Chambre de commerce a signé une convention avec donc cet innovateur. 72 heures de travaux du Salon Savary. À la clé, des résolutions constructives, marque d'un nouveau départ pour sauter les verrous qui entravent le potentiel de croissance économique et de développement durable des pays initiateurs de cette assise. Nous avons compris que pour que la recherche que nous faisons, pour que les innovations que nous faisons puissent contribuer au développement de nos pays, il faut une ferme volonté politique. Il faut que nous qui sommes dans l'écosystème de la recherche et de l'innovation, que nous puissions nous parler. Mutualiser donc les énergies, s'ouvrir sur les autres mondes, ici comme ailleurs, essayer de voir ce que les autres font pour que nous puissions ensemble avancer. La voie est désormais tracée. Elle reste au pays de bien s'en servir afin d'atteindre les objectifs visés en matière de recherche et d'innovation. La première édition du Savary, disions-nous, aurait un moment sur l'une des innovations évoquées à ce rendez-vous, le projet U-Santé, un dispositif médical de l'Ivoirien Nicolas Yao. À quoi ça sert? Qu'est-ce qui change avec ce dispositif? Eh bien, on vient de me signaler que le sujet n'est pas disponible. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Encore un move de santé hier, c'était juste des fonctionnaires. Aujourd'hui, l'INAM tend ses services vers d'autres couches à la faveur de l'assurance maladie universelle. Le processus avance, les journalistes sont formés sur les derniers développements. Marie-Ange Bida. Une assurance maladie pour chaque Togolais malade, c'est la vocation de la couverture santé universelle. Le processus est en cours au Togo et dans les prochains mois, des activités de mise en œuvre sont en vue. L'Institut national d'assurance maladie met les journalistes au parfum de l'information. Sylvestre voit d'un bon œil cet intérêt pour les hommes et femmes de médias. Nous ne sommes pas très habitués par l'assurance universelle. Il faudrait quand même que nous imprégnions des fondamentaux du contenu de l'offre universelle que l'INAM propose. D'abord, le format que propose donc l'INAM pour l'assurance universelle. Quel sera le contenu? Quelle sera donc la part donc de la population? Qu'est-ce que l'assuré peut faire pour bénéficier quand même des offres donc de l'assurance universelle. Donc voilà toutes ces questions que nous aurons à poser. Ces préoccupations, comme celles de beaucoup d'autres journalistes, trouveront réponse. Le programme de cette formation en tient compte en plus des modules prévus. Modules qui vont débattre de l'assurance maladie et de la couverture des acteurs de l'économie informelle, entre autres. Nous parlerons de la pertinence, c'est-à-dire de la nécessité et de l'utilité d'une assurance maladie universelle en Afrique en général et au Togo en particulier, du montage institutionnel et de la mise en œuvre d'une assurance maladie universelle. Nous parlerons d'autres sujets comme la construction des paramètres techniques en assurance maladie universelle, de la problématique des médicaments. Année après année, le Togo veut asseoir l'accès aux soins de santé pour tous, comme prévu dans la feuille de route gouvernementale. L'Institut national d'assurance maladie, cheville ouvrière de ce processus, s'attelle à déblayer le terrain. Dans les programmes de développement, nous avons 3 piliers: la santé, l'éducation et la production. Et nous savons que pour pouvoir encadrer toutes ces dimensions, il y a plusieurs acteurs qui interviennent, dont les hommes et femmes de médias. Aujourd'hui, dans notre monde, nous ne pouvons rien faire de viable sans les journalistes. Au cours de cet atelier qui porte justement
sur les fondamentaux pour la mise en place d'une assurance maladie viable. Nous allons essayer quand même de donner les éléments de langage, les grandes problématiques pour permettre aux journalistes de parler de l'assurance maladie de façon plus approfondie. La formation va durer 2 jours. Une autre se tiendra la semaine prochaine dans le Septentrion pour les journalistes de la zone nord, toujours sur les fondamentaux d'une assurance maladie viable. Les violences basées sur le genre évoquées également ce soir dans l'actualité. Commission des droits de l'homme, ONG, société civile vont vers la même démarche dans la prise en charge des victimes. Une feuille de route est à l'étude depuis hier à l'ouverture des travaux comme au Boyardel. C'est un document d'un peu plus de 50 pages, protocole de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Désormais, feuille de route pour les acteurs intervenant dans ce domaine. Un document de référence qui permet d'assurer la cohésion, la traçabilité et la synergie d'action entre les différents acteurs. Il est soumis à étude en vue de sa validation. Ce document décrit ce que chaque acteur doit faire. Où est-ce que s'arrêtent les actions de chaque acteur, à qui il peut passer la main et comment. Donc ça prend en compte les aspects psychosociaux, les aspects judiciaires et les aspects sanitaires. Et ça permet que la victime bénéficie d'un paquet de services intégrés et complémentaires par rapport à chaque situation de violence que la victime aurait subie. Principalement, les femmes et les filles sont victimes de ces violences. Au Togo, beaucoup d'initiatives ont été prises par le gouvernement pour assurer un environnement protecteur à ces personnes vulnérables. Dans le cadre de la lutte contre les violences en général et dans le souci d'assurer un environnement protecteur pour les personnes vulnérables, le gouvernement togolais a entrepris plusieurs initiatives. Il s'agit entre autres du renforcement du cadre juridique à travers l'adoption du Code des personnes et de la famille, du Code de l'enfant, du nouveau Code pénal et tout récemment de la loi portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel. Sur le plan institutionnel, on note la mise en place des lignes vertes 82-84 pour les VBG, 82-55 pour le milieu scolaire et le 10-11 pour la protection des enfants. Il s'agit également de la création des centres d'écoute pour la prise en charge des victimes des VBG, des maisons de la femme, des maisons de justice, des centres intégrés One Stop Center et des centres de prise en charge des enfants victimes de violences. Selon une enquête démographique et de santé en 2013-2014, 32% de femmes togolaises ont été au moins une fois victimes de violences physiques ou sexuelles dès l'âge de 15 ans. Il est 20h18 à l'étranger. Le séjour de Charles III se poursuit en France. Le roi d'Angleterre a prononcé un discours ce jeudi devant le Sénat. Hier déjà, dans la soirée, Charles III et Emmanuel Macron ont porté un message d'amitié franco-britannique et porté sur l'avenir. C'était lors d'un dîner fastidieux au château de Versailles. Un toast en l'honneur de l'amitié franco-britannique. Pendant leur dîner dans la Galerie des Glaces, Emmanuel Macron et Charles III célèbrent les liens qui unissent les deux pays. Parmi eux, l'entente cordiale nouée en 1904. Comme un symbole, c'est en français que le souverain lui rend hommage. Puisse-t-elle perdurer, fidèle et constante, à travers les siècles qui nous attendent. Que vous ayez choisi de rendre visite à la France en ces tout premiers mois de votre règne est un signe d'amitié et de confiance que nous mesurons à sa juste valeur. Outre les deux chefs d'État, le dîner réunit plus de 160 invités prestigieux. Autour de la table, le chanteur des Rolling Stones Mick Jagger, l'actrice Charlotte Gainsbourg ou le patron de LVMH Bernard Arnault. Plus tôt dans la journée, c'est sur les Champs-Élysées que Charles et Camilla sont accueillis par Emmanuel Macron et son épouse. Pour l'occasion, l'avenue parisienne a revêtu les couleurs des deux pays. Ensemble, les couples royal et présidentiel ravivent la flamme du soldat inconnu au son des hymnes nationaux.
Dans le ciel, la patrouille de France et les Red Arrows britanniques ponctuent la cérémonie. S'ensuit une séquence avec des anciens combattants. Autour des Champs-Élysées, des curieux venus assister à l'événement. C'est un moment historique, la première visite du roi en France, et on voulait assister, on voulait voir. La visite de Charles III se poursuit jusqu'à vendredi. Temps fort de ce jeudi, son discours en français devant le Sénat. Seule prise de parole officielle du roi durant ces 3 jours et une première pour un monarque britannique. Retour chez nous dans le reste de l'actualité, les périodes électorales en Afrique. Ça rime, vous le savez souvent, avec tension, contestation, violence. Universitaires, experts, société civile ont à nouveau planché sur le sujet ce jeudi. Comment ne pas rompre avec la paix en ces moments demeure un défi. Arnaud Kidivou. À la veille des élections régionales et législatives, le contexte s'y prête pour mieux réfléchir sur la genèse des crises afin d'éviter les tensions qui empoisonnent la paix et le vivre ensemble. Aussi, l'action citoyenne avant, pendant et après les élections est-elle aussi abordée. Par rapport aux élections, nous savons que nous sommes citoyens. Être citoyen, on est ensemble, on vit dans un environnement. Les élections ne doivent pas nous partager. Les élections ne mettent pas fin au concept de citoyenneté. Nous sommes citoyens avant, nous sommes citoyens pendant, nous sommes citoyens après les élections. La paix, ce n'est pas quelqu'un qui va nous donner ça comme médicament, comme produit, comme habit à porter. Ça vient de notre intérieur. Et il faut l'exprimer, il faut le manifester et il faut le vivre, vivre la situation de paix. La paix est une responsabilité partagée. Au regard de la dégradation de la sécurité dans l'espace communautaire, l'association Paix Durable en Afrique, APDA, et le Centre d'études et de recherche sur les organisations CEROS et la CEDEAO jouent la carte de la prévention. Il nous faut une paix durable. Avant, pendant et après les élections, pour conserver cette paix indispensable au développement dans tous les sens du terme. La paix, c'est un comportement et tout le monde doit y mettre du sien pour préserver cette paix qu'on a actuellement au Togo et qu'on souhaite pérenniser partout en Afrique, dans le monde. La CEDEAO actuellement est confrontée à plusieurs défis. Des défis sécuritaires dans les pays sahéliens, des défis électoraux dans les autres pays comme les pays côtiers ou les autres pays où il y a la paix actuellement. Mais ce que nous saluons dans ce cadre-là, c'est l'implication de la société civile pour ces questions électorales dans l'espace CEDEAO. Parce que quand il y a les crises électorales, c'est les sociétés civiles qui sont les premières victimes, les populations. Et maintenant, on doit travailler à sensibiliser les citoyens que les questions électorales, ce n'est pas une question de l'ennemi, c'est une question de débat d'idées. Cette conférence-débat est un ingrédient de plus pour soutenir les actions du chef de l'État dans sa politique de paix et de cohésion sociale pour un développement harmonieux et durable. On va parler d'informatique, d'Internet. Les enseignants des communes Agoué 4 et 6 se mettent à niveau. Séance de formation à l'initiative de l'ONG Action Éducation. La séance, le récit, Tchazim Nabaga. Venus des écoles primaires des communes d'Agoué 4 et 6, ces enseignants, 26 dont 10 femmes, ont vu leurs capacités renforcées en informatique et Internet. Nous avons appris le Word, l'Excel, l'Internet et le Zoom. J'ai apprécié le Zoom parce que ça permet de faire des conférences en ligne. Dans chaque module, nous leur avons donné les outils qui sont purement adaptés à leur fonction d'enseignant. Et donc, spécialement en Excel, nous leur avons appris comment préparer les bulletins, c'est-à-dire les notes et les rangs des enfants. Ce renforcement de capacité se situe dans le cadre du projet Acte Afrique qui couvre le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Togo. Démarré en septembre 2021, les 13 écoles primaires du projet dans les communes d'Agoué 4 et 6 avaient bénéficié du matériel informatique et de la connexion Internet.
Cet atelier de renforcement des capacités a pour objectif de pouvoir initier les enseignants dans l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et aussi de l'utilisation de l'Internet pour les conférences, les meetings en ligne. Nous voulons donc que les enseignants puissent être formés sur ces nouvelles technologies pour permettre une bonne utilisation du matériel et de l'Internet qui a été mis à leur disposition. Les acquis de cette formation en informatique et Internet seront investis par ces enseignants dans leur mission pédagogique pour apporter une valeur ajoutée dans la qualité de l'éducation qu'ils donnent aux élèves et au gouvernement d'enfants. Et la rentrée scolaire, c'est ce lundi, disions-nous déjà, tous prêts pour une bonne reprise des cours. Pas toujours évident, pas tout à fait. Le chef de l'État vole justement au secours des élèves pas toujours mieux lotis. Et c'est dans les savanes, l'opération Le Récit de Gérald Lagoudou. L'opération rentrée scolaire solidaire, encore en marche dans la région des Savanes pour le compte de l'année 2023-2024. Une initiative du chef de l'État pour concrétiser sa politique de l'éducation pour tous à travers des kits scolaires gratuitement offerts aux apprenants en situation difficile. Orphelins, démunis, déplacés et réfugiés ou encore des élèves en situation de handicap. Avant, c'est les parents qui nous achetaient et ils souffraient pour acheter. Ils n'avaient pas de l'argent. Mais maintenant, le président de la République nous a offert les cadeaux gratuitement. Je m'abstiens pour apprendre et réussir l'année prochaine, pour être en terminale. Et c'est depuis 2010 que la présente campagne touche chaque année des milliers d'élèves en situation de précarité sur toute l'étendue du territoire national. Ici à Saint-Cassé, les autorités locales et la direction régionale de l'action sociale ont exprimé leur gratitude au président de la République pour avoir fait de l'éducation l'une de ses priorités. J'ai saisi l'occasion également de leur dire qu'il y a aujourd'hui avec le chef de l'État les prix d'excellence où à la fin de l'année, nous récompensons les meilleurs élèves avec des ordinateurs à travers le ministère de l'Action sociale. Nous avons demandé également aux parents d'être vigilants, de donner une bonne éducation, d'encadrer les enfants, et ceci en lien avec la situation que nous traversons actuellement dans la région des Savanes. De voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi l'enfant ne travaille pas, qu'est-ce qui manque à l'enfant, afin d'accompagner les enseignants qui font déjà une partie pour ceci, pour une meilleure réussite à la fin de l'année aux différents examens ou en classe de passage. Et sur place, 88 kits scolaires ont été composés au profit des bénéficiaires. La distribution se poursuit également dans les autres préfectures dans la région des Savanes. Et pendant que la majorité se prépare pour la rentrée, certains élèves viennent tout juste de connaître leur sort. Et c'est en effet ce jeudi que les résultats du bac arabe 2023 ont été proclamés. Immaculée Baoué Abalo avec Ulrich Chamega. Environ 66 candidats accompagnés de leurs amis, frères et sœurs face au corps enseignant et aux membres du jury. Chacun d'entre eux brûlait d'impatience de découvrir le destin qui l'attendait après avoir passé l'examen du bac arabe en 2023. Abdoul, malgré sa licence en télécommunication, avait décidé de suivre une formation en système arabe. Aujourd'hui, il a brillamment réussi l'épreuve du bac arabe avec une moyenne impressionnante de 17. Quant à Zélia, bien qu'elle n'ait que le CEPD en français, elle est reconnue comme l'une des meilleures candidates de cet examen, affichant une moyenne de 16. Vraiment, je suis très satisfait. Moi, personnellement, je voudrais continuer en sciences religieuses avec ce bac arabe-là, vu que c'est une ouverture pour moi. C'était pas facile, mais on remercie à Dieu. On a 16 moyennes. Avec ce résultat, on va voyager, aller en Arabie Saoudite. Cette deuxième édition du bac arabe est organisée sous l'égide de la Direction générale des écoles arabo-islamiques en collaboration avec l'Office du bac au Togo. L'objectif était de créer davantage d'opportunités pour tous les apprenants. C'est un bac général dans lequel il y a toutes les disciplines qui s'enseignent dans les sciences islamiques dans nos écoles. Nous avons sollicité l'accompagnement du ministère de l'Enseignement supérieur et le ministre a accepté
de nous accompagner depuis l'année dernière. Cet accompagnement-là donne assez de crédibilité au niveau du diplôme que les élèves obtiennent. Les autres confessions peuvent amener leurs enfants. Sur les 228 candidats inscrits, 221 ont effectivement passé l'épreuve. Parmi eux, 194 sont admis, ce qui représente un taux de réussite impressionnant de 90% sur l'ensemble du territoire. La mission de la Direction générale des écoles arabo-islamiques est claire: promouvoir l'excellence avec intégrité et transparence, non seulement au Togo, mais aussi en Afrique. Une note de sport avec les éliminatoires CAN féminines Maroc 2024. Le Togo joue face à Djibouti demain sous le coup de 15h30 au stade de Kégué. En prélude à cette rencontre, les éperviers dames ont eu une dernière séance d'avant-match, séance d'entraînement avec la présence du colonel Guy Yakovi, président de la Fédération togolaise de football, qui s'exprime, vous allez l'entendre, après cette séance d'entraînement. Le match contre Djibouti, nous sommes en train de préparer cela dans une bonne ambiance avec les joueuses. Elles sont sereines, elles sont solidaires, très combatives. Et on pense que Djibouti, c'est une équipe à prendre au sérieux. Elles ont des qualités athlétiques. Et nous, en tant qu'équipe caniste, nous devons montrer notre supériorité à travers la tactique et la technique. Donc elles vont nous prendre au côté physique, mais nous allons les déjouer en mettant en place un bon jeu sur le plan technique et tactique. Oui, l'effectif est au complet, toutes les filles convoquées ont répondu présentes et je pense que la confiance y est pour bien jouer demain. Le message, c'est convier le public sportif togolais à être présent au terrain pour nous supporter. Donc nous considérons le match comme si on joue sur la terre djiboutienne. Donc nous avons besoin du 12e homme sur le terrain pour nous pousser à la victoire. Et je pense que si le public est là nombreux, les éperviers ne vont pas les décevoir. C'est notre souhait le plus ardent. Et tout ce qu'on fait, nous avons un objectif. Retourner à la CAN pour prouver aux gens que la première qualification n'était pas un hasard. Notre rôle, c'est de venir encourager les joueurs et leur dire que nous voulons cette victoire demain parce que ce n'est pas la première fois. Elles ont été déjà à la CAN. Donc pour nous, il faut rééditer cette qualification. Donc ce premier match entre le Togo et Djibouti, je crois que nous sommes confiants, voir comment les filles s'entraînent et leur mental. Je me suis dit qu'elles vont faire quelque chose. Et nous, c'est passer cette première étape et nous verrons donc la seconde étape. Et nous sommes sûrs de cette victoire. Et nous demandons tout simplement au public de venir nombreux, comme la dernière fois, pour soutenir nos éperviers dames. Une séance d'entraînement bien animée. Rendez-vous demain 15h30 au stade de Kégué pour soutenir les éperviers et dames. En attendant, allez, on va refermer cette édition sur un rythme bien de chez nous. Direction Farandé à Lamadessi, c'est dans la préfecture de la Bina. Qu'est-ce qui nous y amène? Eh bien, de la lithophonie, une musique qui se joue avec un ensemble de pierres sonores posées sur les raffias à terre et frappées au moyen d'une autre pierre sonore. Et ça donne, vous allez l'entendre, un son cristallin agréable au sens. Cette musique, une affaire de famille et une curiosité de la région, se transmet de génération en génération. Voici cette séquence de 24 secondes pour votre plaisir ce soir.
Ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez, qui nous regardez justement dans l'Amadessi et partout ailleurs dans la Bilan et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.